Donc bonjour à tous, bienvenue à la seconde session de séminaire des rencontres du Conseil scientifique de la FPCNT. L'idée de ces cycles de séminaires, c'est d'aborder différents sujets autour de risques de catastrophes, soit-ils liés à des aléas industriels, naturels ou d'autres types de phénomènes. L'idée est véritablement d'ouvrir ce cycle avec plusieurs interventions. Vous, d'ailleurs, en présentiel, vous êtes invités à nous en proposer et n'hésitez pas à être acteurs de ces séminaires. Aujourd'hui, nous avons choisi de parler de risques industriels et notamment avec les changements qui potentiellement sont arrivés depuis l'accident d'AZF à Toulouse en 2001. Et quelles ont été ces grandes bifurcations depuis Lubrizol? Si ça vous va, on démarre la présentation. Vous verrez que les slides sont en anglais, mais la présentation est en français. Il y a le pendant de ces slides aussi en français que vous pourrez avoir de la même manière à télécharger sur les sites de la FPCNT une fois la conférence terminée. Je vais vous demander à tous d'être soucieux de vos micros, donc de les éteindre pour qu'il n'y ait pas de souci et qu'il n'y ait pas d'écho. Donc n'hésitez pas à éteindre vos micros. Et je vais, pendant quelques minutes, passer à la présentation et puis nous passerons aux questions. Donc rappelez-vous, je ne peux pas voir vos questions dans le chat pendant ma présentation, donc vous me aiderez si à l'oral, s'il venait à y avoir un souci, que vous ne soyez pas en capacité d'entendre ce que je dis. Donc, allons-y. Est-ce que vous voyez mon écran? Qu'il y en ait un qui dise oui. Vous voyez l'écran? Oui. Parfait. Donc, je vais y aller. Donc, qu'est-ce qui a changé depuis 2001 et l'accident de Lubrizol en 2019 autour de la gestion des installations à haut risque, notamment Seveso seuil. On va voir comment aborder ce sujet. D'abord, on va revenir sur un certain nombre d'indicateurs. Coupez vos micros, rappelez-vous. On va revenir sur certains concepts que vous allez voir communs entre le risque naturel et industriel. Et nous allons revenir sur la manière avec laquelle la régulation des risques majeurs s'opère à la fois de manière nationale, mais à la fois sur des installations à haut risque. Et puis nous allons voir en fait quels sont les problèmes de fond autour de ça, qu'est-ce qui pose problème pour améliorer la prévention des risques de catastrophe, et des grands points de bifurcation qui ont eu lieu autour de ces deux accidents dits majeurs, mais nous le verrons, des questions se posent sur leur qualification. Et quelles conséquences peut-il y avoir sur nos communautés de pratique en termes de thèmes de recherche ou en termes de façon de fonctionner ensemble? Alors, quelques indications. D'abord, pour comprendre la manière avec laquelle la gestion des risques s'opère, il faut revenir à des problématiques territoriales. Et pour les comprendre, ces problématiques territoriales, revenons sur l'organisation de la métropole, la manière avec laquelle la métropole et les outre-mer sont concentrés, notamment en termes d'habitation et d'urbanisation. Si par exemple, nous prenions le cas de la France et que pour la France, nous venions à comparer la France aux États-Unis sur 2-3 paramètres, notamment le paramètre de surface, le paramètre de nombre de population et le paramètre de densité de population. Vous le voyez, en grande masse, en surface et en total de population, la France par rapport aux États-Unis, si on faisait une étude comparative, montre que les États-Unis est bien loin en termes de population et de mètres carrés, mais en densité de population, bien évidemment calculée en grande maille, vous voyez que les États-Unis sont moins denses par rapport à la France.
Ceci a des répercussions. Ça veut dire qu'en fait, d'une certaine manière, juste sur certains indicateurs que l'on regarderait de manière plus fine, notamment la densité de population, eh bien, en fait, il y a une plus forte vulnérabilité territoriale en France par rapport aux États-Unis. Et ceci vient à augmenter puisque, effectivement, petit à petit, les concentrations urbaines vont se faire de plus en plus, fortes. Comme le montre ce graphe de l'INSEE, même s'il s'arrête en 2018, c'est une tendance. Vous voyez que c'est une tendance à la hausse. Si maintenant on prend un deuxième indicateur et on s'intéresse au nombre d'installations ICPE, installations classées pour l'environnement suivant le code de l'environnement, hein, donc ces installations industrielles auxquelles on doit faire attention en matière de conséquences sur l'environnement, vous voyez qu'il y a de fortes concentrations d'installations sur certains territoires de la métropole et moins de concentrations dans d'autres. Cette concentration montre que s'il y a, maintenant si on lit densité de population et présence de ces installations, on voit qu'il y a des zones qui sont plus exposées que d'autres, ne serait-ce qu'en grande maille. Et là maintenant, si on rentre plus en détail sur ce nombre d'installations classées pour l'environnement, et que parmi ces nombres d'installations classées pour l'environnement, on regarde les sites dits Seveso seuil bas et seuil haut, en termes de Seveso seuil bas et seuil haut, on a un total de 1300 et vous voyez que très vite, sur ces 1300, on retrouve 700 établissements Seveso seuil haut. Et ça, pour des établissements classés, référencés en 2018. Ce qui veut dire que parmi ces installations, il y a des concentrations de sites Seveso seuil haut, ça veut dire de sites à haut risque parmi les 500 000 ICPE, des sites plus considérés comme potentiellement plus risqués que d'autres. Il y a des concentrations plus importantes dans certaines régions plutôt que d'autres. Donc ça veut dire une plus grande vigilance en termes de régulation des risques et une plus grande vigilance à avoir en cas d'accident sur le territoire. Il va y avoir, suivant le nombre d'installations et suivant leur dangerosité, plus de conséquences que dans des territoires qui sont moins lotis en installation et moins lotis en concentration urbaine. Du coup, revenons sur certains concepts. Pour ceux d'entre vous qui venaient du risque aléa naturel, eh bien, c'est un peu les mêmes concepts qu'on retrouve en aléa industriel. Qu'est-ce qu'il faut garder en tête? Et donc, le risque est ici la rencontre de deux systèmes. Un système qui produit de l'aléa, donc c'est le site industriel, et un système qui va exposer des territoires, des biens ou des individus, qu'on va appeler des enjeux, à un certain nombre de phénomènes. Pour qu'il y ait risque, il faut que ces éléments à enjeu soient vulnérables. Et à ce moment-là, effectivement, apparaît ce qu'on va appeler le risque. Ce risque, il peut être pour la santé, pour l'environnement, pour l'économie, pour l'image de l'entreprise ou du territoire, plus largement de manière sociétale. Il peut être de différents ordres, il peut arriver de manière aiguë, donc c'est des fortes doses qui vont exposer des enjeux vulnérables. Il peut arriver de manière accidentelle aiguë, il peut, c'est-à-dire de manière fortuite, dite fortuite. Il peut arriver de manière chronique, c'est-à-dire après un accident, eh bien, des choses vont apparaître sur le territoire, mais dont les conséquences vont apparaître sur le temps. Et il peut arriver de manière diffuse. Alors, diffus, ça veut dire qu'il est produit par différentes sources d'aléas ou différentes expositions des enjeux qui sont, eux, vulnérables. Il peut aussi, ce risque, toucher des individus, donc on ne calculera pas les risques, on ne le considérera pas de la même manière, suivant qu'il touche ou qu'on le calcule de manière individuelle, ou pour des groupes, ou pour une organisation, un territoire, ou pour la société. Ce n'est pas les mêmes paradigmes, ce n'est même pas les mêmes règles de calcul. Alors un exemple, pour l'aléa industriel, vous voyez, ça peut être des émissions de polluants pour ces sites industriels, même si là c'est plutôt de la vapeur, mais c'est le principe que vous devez garder en tête. En tout cas, c'est quelque chose qui expose l'extérieur, hein, et idem pour d'autres productions faites par exemple par des voitures, hein, vous voyez des émissions de polluants.
Et en fait, ces conséquences-là, ça peut être un impact sur la santé, comme vous voyez en bas à gauche, ou de la pollution de l'air, donc un impact sur l'environnement. Maintenant, le principe de l'analyse des risques, c'est d'aller regarder ces dimensions du risque et d'essayer de définir un certain nombre de mesures de régulation des risques, c'est-à-dire des mesures qui vont réduire l'aléa ou réduire la vulnérabilité, et donc réduire les risques. Gérer les risques, c'est maintenant se poser la question de prendre ces ensembles de mesures identifiées pour la gestion de risque et voir en fait comment elles sont effectivement mises en place. Maintenant, la communication des risques ici, c'est la manière avec laquelle, entre les populations du risque, va s'opérer un certain nombre de transmissions de savoir, de connaissances et d'échanges sur l'effectivité de ce risque, mais aussi une communication vers des populations qui sont exposées ou vers des tiers exposés, qui vont à la fois permettre de diffuser de l'information sur la compréhension du risque et sa gestion, mais aussi reprendre de l'information en provenance de la société civile. Alors, que ce soit pour des experts ou des non-experts, tout ceci est sujet à un certain nombre de biais, hein. Alors, ça peut être des biais cognitifs dans la manière avec laquelle on va considérer les risques, le rapport aux vulnérabilités ou à l'aléa. Ça peut être organisationnel, c'est-à-dire la manière avec laquelle on va s'organiser pour se concentrer sur certaines typologies d'aléas plutôt que d'autres. Et on va le voir dans l'exemple d'espèces sur AZF et Lubrizol. Culturel, procédural, garder à l'esprit que s'intéresser à la prévention des risques, c'est s'intéresser à ce qui est connu dans la partie des risques et regarder toutes ces étapes. Et en fait, quand on s'intéressera à différentes autres typologies de risques moins connues, que vous voyez ici, qu'on appelle suspectés, inconnaissables, et vous poserez des questions sur comment on peut s'intéresser à un risque inconnaissable, ce qui paraît difficilement compréhensible, mais qui s'explique. Eh bien, quand on s'intéresse à d'autres typologies de risques, on appellera ça plus largement le cycle de la gouvernance des risques, hein. Regardez le connu et l'inconnu et tout ce cycle allant de l'identification des risques jusqu'à la gestion des risques. Troisième point qu'il faut regarder quand on regarde la question de la bifurcation entre deux accidents, c'est la question du cadre de régulation des risques. Et dans le cadre de la régulation des risques sur les risques industriels majeurs sur des installations à haut risque en chimie et pétrochimie, il faut savoir qu'il faut regarder le continuum du système réglementaire. Ce système réglementaire, dans le cas français, il a certaines particularités, c'est-à-dire qu'il va s'appuyer sur un système qui s'appelle romano-civiliste, et parmi le romano-civiliste, le système napoléonien que l'on va développer plus loin. Quelle est sa spécificité? C'est qu'il va s'appuyer sur un système de règles et de lois codifiées, et il va y avoir un certain nombre d'instances qui vont agir sur la manière d'interpréter ces règles et ces lois ou de les faire appliquer. Derrière ce système de régulation, au-delà du système légal qui est mobilisé, il y a tout un système organisationnel qui s'opère autour. Alors, ce système civiliste, comment il s'applique? Donc on a dit, il y a un certain nombre de règles, d'interprétation des règles auprès des tribunaux, et en fait, ce code napoléonien qui en France a été établi dès le XVIIIe siècle, va s'appuyer sur un certain nombre de principes qui vont renforcer l'application de la loi. Cette règle-là, pour les installations industrielles ou les manufactures, comme vous le voyez ici, va s'établir dès 1810, où tout ce qui est nuisance pour les tiers et nuisance pour leur environnement proche va être régulé par cet arrêté, ce décret, excusez-moi, napoléonien, avec l'établissement aussi d'une police administrative et un système de règles qui va classifier les installations à risque à travers ici 3 classes. Donc, ces 3 classes d'installations, hein, qu'on appelle ICPE, hein, a été depuis beaucoup plus enrichi, hein. L'équivalent de la classe la plus haute, c'était les Céveso seuil haut, mais qui depuis a été classifié par rapport à une réglementation européenne.
Quand on a un système de règles, ces systèmes de règles vont venir être remis dans des corps homogènes qui vont s'appeler les codes, et tout ce qui va toucher notamment les risques pour l'environnement industriel va se retrouver, en tout cas sur la partie environnement, dans le code de l'environnement. Donc tout ce corps homogène de texte va se retrouver dans ces textes-là, dans ce matériau, de manière à ce que l'inflation du texte réglementaire puisse assez vite être appréhendable par des tiers, même s'il reste assez compliqué. Et c'est la même chose si on veut regarder les effets sur la santé, toujours liés à ces installations industrielles, ou l'effet sur les risques post au travail. Post-accident d'AZF, il va y avoir une loi qui est la loi risque de juillet 2003. Et cette loi risque de juillet 2003, si vous avez gardé en tête le principe de déclinaison des risques et de leur gestion pour les risques connus, eh bien cette loi-là va reprendre ces principes et va, pour les sites Seveso seuil haut, va balayer le continuum qui va de la réduction de ce qu'on appelle le risque à la source. Donc pour la réduction des risques à la source, ce qui va être enrichi, c'est ce qu'on va appeler les études de danger, avec l'application de ce qu'on appelle des approches probabilistes du risque, c'est-à-dire qu'on va ici principalement regarder ce qu'on appelle l'aléa dans le schéma que je vous montrais préalablement, et on va essayer d'identifier des scénarios d'accident qui peuvent exposer les territoires ou les tiers, hein, et qui sont mis dans ce qu'on appelle des grilles de criticité, et qui vont permettre de proportionner un certain nombre de mesures de gestion de ces scénarios d'accident, ce qu'on va appeler des mesures de prévention. Donc, pour agir sur l'aléa, un premier mécanisme. Un deuxième mécanisme pour agir sur la vulnérabilité des enjeux, donc autour de chaque site industriel Seveso seuil haut, va être mis en place ce qu'on appelle des plans de prévention des risques technologiques, avec une double action. Une action sur le territoire, sur la maîtrise de l'urbanisation autour des sites à haut risque, mais aussi une identification d'un ensemble de mesures qui vont permettre, sur un périmètre donné, exposé à un aléa industriel, de définir un certain nombre de mesures de réduction des vulnérabilités des bâtis, des infrastructures, ou plus largement des enjeux territoriaux. Donc ça, c'est pour le deuxième mécanisme, pour réduire la vulnérabilité. Troisième mécanisme, c'est le fait de s'organiser en situation de crise, à la fois avec des plans d'organisation interne sur les sites industriels, hein, pour s'organiser en cas de situation tendue, et sur les territoires, avec les PPI. Et puis, toute une série d'autres mécanismes, notamment le mécanisme d'implication citoyenne, avec un renforcement des comités locaux d'information et de concertation, qui depuis s'appellent les comités locaux, ce qui s'appelle les CLIS, donc comités locaux de suivi de site, donc, qui s'étendent sur des paramètres, des territoires plus larges et sur du multisite, et le renforcement de dispositifs de culture du risque. Puis, deux autres mécanismes qui vont se rajouter, les mécanismes d'assurance et de réassurance, avec l'idée d'une caisse post-loi risque, d'une caisse à l'image de CatNat, d'une caisse CatTech, hein, un dispositif qui depuis au niveau de la gestion des accidents industriels, un dispositif qui a du mal à être clairement explicité, que nous espérons, avec une mission qui est en cours, semble-t-il, sur les sites industriels à haut risque, va permettre d'expliciter le fonctionnement de ce mécanisme qui reste opaque. Et puis le suivi de signaux faibles et au sein de la population civile, qui pourrait alerter sur la présence d'un certain nombre de risques, soit dus à la vulnérabilité du territoire, soit dus à la criticité de certains sites à risque, et la montée en pouvoir, hein, ce qu'on appelle la donnée de pouvoir, le empowerment des citoyens. Maintenant, sur l'organisation du système de régulation des risques pour les sites industriels, en général, et à haut risque.
Comment ceci fonctionne? Donc, ces dispositifs réglementaires et ces outils sont les moyens pour la sphère publique d'agir sur les sites industriels. Donc, ces règlements, ces outils de régulation des risques sont définis avec un certain nombre d'instituts publics sous la tutelle des ministères en charge de cette sphère risque industriel et risque de catastrophe. Et sur la base de ces règles établies, basées sur du scientifique, eh bien, les autorités, les services déconcentrés de l'État vont venir contrôler la mise en place ou non d'un certain nombre de dispositifs qui ont été fixés dans les arrêtés et les circulaires qui vont concerner ces sites industriels. Ça, c'est pour le schéma simplifié. Sur ce schéma simplifié, bien évidemment, les formes de discussion entre l'industrie et l'inspection des installations classées va permettre de donner un cercle vertueux sur ces différents systèmes réglementaires ou ce système de régulation. Bien sûr, c'est plus complexe que ça. Ce schéma simplifié et on voit qu'il y a tout un écosystème d'acteurs. Si on venait regarder le système de régulation des sites industriels à haut risque, qui se retrouve ici, que je pourrais vous développer au moment des questions, mais qui se décline à l'échelle nationale ou à l'échelle régionale ou à l'échelle locale, et qui permet à chaque fois d'avoir des coups de sonde sur la manière avec laquelle eh bien, ce système de régulation des risques industriels se met en place de manière homogène ou différenciée. Le gros problème maintenant, c'est que justement, il y a à chaque accident, après chaque catastrophe, accident ou crise, il y a plein d'améliorations de textes réglementaires et dite amélioration de textes réglementaires ou dite amélioration de ces dispositifs de régulation des risques. Et le problème, c'est que si on prend ce schéma-là dans le temps, on se rend compte qu'on a des difficultés à apprécier l'impact de cette amélioration dite du système, en changeant de système de régulation d'un état 1 ou un état 2. Et vers quelle tendance on peut aller? Alors, qu'est-ce qu'on va aller regarder? On va aller regarder justement comment ces systèmes réglementaires ont été repensés à la suite d'un certain nombre de crises ou d'accidents. Et pour le voir, regardons le cas d'AZF, l'accident d'AZF et l'accident de Lubrizol. Donc maintenant, si nous prenons le cas de l'accident d'AZF, donc revenons sur la région Toulouse, donc regardons la densité de population, comme je vous le disais au début de la présentation. Regardons aussi le nombre d'installations et de sites Seveso seuil haut que l'on retrouve. Vous voyez, il y a une sacrée densité. Et ce que l'on va maintenant regarder, c'est une photo de Toulouse en 96, vous voyez, avec le site industriel et une forte densité urbaine autour, et puis des zones tampons qui sont des zones de forêt, des zones qui éloignent les zones urbanisées des zones industrielles, et des infrastructures de transport qui sont en limitrophe. Et ça, c'est juste après l'explosion d'AZF. Donc, vous voyez qu'un cratère s'est formé à l'emplacement du site industriel et je vous laisse lire le nombre de morts que l'on retrouve, que l'on a pu avoir, le nombre de personnes touchées, de stress post-traumatique et puis de mobilisation à la fois des services d'urgence, des pompiers et puis le nombre de notifications aux assureurs. Si maintenant je fais le même exercice sur l'accident de Lubrizol, on va revenir aussi sur l'emplacement de Lubrizol, donc Rouen, une densité de population certaine, un historique industriel avéré, une forte densité d'installations industrielles vu l'historique industriel. Ça, c'est la conséquence de l'accident de Lubrizol. Vous voyez, en septembre 2019, donc presque 20 ans après, pas de mort. Effectivement, un certain nombre de personnes ayant notifié un problème de santé et un effet du fait du nuage sur les agriculteurs et puis le coût que vous voyez estimé, le coût de cet accident estimé à 50 millions d'euros.
Le problème entre ces 2 accidents, c'est que si maintenant on venait à regarder la manière avec laquelle on les qualifie, eh bien on aurait des surprises. Donc maintenant, on va reprendre les échelles utilisées par le BARPI. Donc le BARPI, qui est une réale qui suit effectivement les accidents industriels, les accidents liés ou les incidents liés aux ICPE, et qui permet justement d'établir des retours d'expérience sur un certain nombre de ces incidents-accidents pour améliorer la prévention. Donc, sur l'échelle du BARPI, sur la base ARIA, en tirant ces 2 accidents, on remarque quoi? On remarque qu'en fait, il y a 3 niveaux de conséquences qui sont établis et un niveau de criticité qui est utilisé, entre guillemets, qui est la concentration, le niveau de sévérité des matières dangereuses utilisées au sein du site. Par rapport à Lubrizol, il y a moins de matières dangereuses. En tout cas, suivant cette échelle-là. En termes de conséquences, on voit que la conséquence sur AZF est dite sur cette échelle beaucoup plus importante que pour Lubrizol. Vous voyez qu'en termes de coût, c'est estimé, en tout cas sur cette échelle, de manière similaire, et la conséquence sur l'environnement pour AZF est beaucoup moins importante que celle sur Lubrizol. Alors, pourquoi il y a une concentration sur ces paramètres-là qui sont les conséquences humaines et les conséquences matérielles? Parce que dans la stratégie nationale, dans la démarche nationale de prévention des risques majeurs française, l'échelle des dommages est établie de la manière suivante. Vous voyez que il y a une échelle qui va de 0 à 5. Cette échelle qui va de 0 à 5 va du niveau incident jusqu'à le niveau catastrophe à catastrophe majeure. Donc un incident est qualifié comme étant une catastrophe ou catastrophe majeure si les conséquences humaines à l'échelle nationale et les conséquences matérielles sont entre 100 et plus de 1000 morts pour les dommages humains, et on est en nombre de morts, et si les dommages matériels sont à partir de 300 millions d'euros à plus. Et c'est là où on retombe sur un écueil. Si vous vous rappelez ce que je vous montrais tout à l'heure, eh bien, si maintenant je regarde, et je reviens sur les conséquences qui ont été notifiées sur AZF, on se rend compte que le qualificatif de catastrophe ne peut pas être utilisé en fonction de cette échelle, puisque je vais zoomer sur l'écran, vous voyez, en termes de nombre de morts et de dommages matériels, ceci est considéré comme un accident très grave. Si maintenant je fais le même exercice avec Lubrizol, eh bien Lubrizol tombe en niveau de dommages humains au niveau de l'incident et de dommages matériels au niveau de l'accident grave. Qui veut dire que, vous voyez, on a un problème de qualification de ce qui est catastrophique en matière industrielle, d'ailleurs même naturelle, et on a un problème d'indicateur de qualification de ce niveau de catastrophe. Et derrière ça, tout un système de gestion des risques qui va se mettre en place, qui peut être proportionné ou disproportionné. Maintenant, qu'est-ce qui a changé entre AZF et Lubrizol? Au moment d'accident d'AZF, on va dire qu'on était beaucoup concentré sur le risque accidentel aigu. C'est-à-dire que c'est la majorité du système de prévention va se concentrer sur la manière avec laquelle on va améliorer la réduction de la vulnérabilité sur les territoires et sur les constructions et améliorer la réduction du risque à la source. Une forte concentration va se faire en termes d'intérêt sur les enjeux humains, les enjeux de propriété et les enjeux économiques. Et en fait, la gestion de la crise est très marquée par la gestion de la crise au moment de l'accident, c'est-à-dire juste après, les quelques temps après la manifestation de l'événement accidentel. Et beaucoup de choses en termes de régulation vont se faire sur comment améliorer la gestion du territoire local, c'est-à-dire du périmètre autour des installations ICPE type Seveso seuil haut. Ça va donner lieu à une loi, et vous voyez tout un corps de loi avec plein d'outils. Si maintenant je pars sur l'accident de Lubrizol, on a un espèce de changement de focale. Alors, on a beaucoup de focales sur les risques aigus, certes, mais en fait, ce qui va apparaître,
c'est une focale sur la dimension chronique. Cette dimension chronique, c'est-à-dire sur les effets sur du long terme qui vont se passer juste après l'apparition du nuage ou de l'incendie nuage. Et ces effets, au-delà de ces effets sur les populations, ces effets sur l'économie, ces effets sur l'alimentation et sur la chaîne alimentaire plus largement, mais aussi sur la qualité de l'air. Ça ne veut pas dire qu'en fait, il n'y a pas des AZF un intérêt pour le risque chronique, mais là, il y a une surfocale sur le risque chronique qui va aller au-delà de l'effet accidentel aigu au moment de l'accident. Cette crise-là, la crise, elle est d'une autre ampleur. C'est une crise qui, malgré les conséquences faibles en comparaison à AZF, de l'accident, va prendre une dimension nationale et va révéler une crise dans l'appareil de régulation des risques. C'est aussi un accident qui va donner lieu non pas à une loi, mais va donner lieu à des petites améliorations du système, certes intéressantes, on pourrait vous en citer quelques-unes, notamment sur la manière avec laquelle les liquides inflammables sont stockés. Mais vous voyez que par rapport à une crise qui révèle un problème beaucoup plus chronique au sein de l'appareil de régulation, ces touches un peu très homéopathiques de régulation des risques restent très limitées. Alors, qu'est-ce qui a vraiment changé? Ce qui va changer est de l'ordre de 3 points. D'abord, entre AZF et Lubrizol, il y a une mise en visibilité des effets des risques chroniques. Alors vous me direz, il y a déjà pas mal de choses qui avaient été identifiées dans les cartographies de l'aléa toxique pour les sites industriels à haut risque. Oui, mais à ce niveau-là, en fait, on est toujours sur l'aléa toxique que l'on regarde de manière très statique. Et là, en fait, on essaye de regarder l'aléa toxique sur des distances et sur des variations d'effets sur de longues distances territoriales. Du coup, ici, cet accident de Lubrizol nous montre et met encore plus en avant le fait que sur cette échelle-là, qui est au niveau de la démarche française de prévention des risques industriels, ce qu'on remarque, c'est que cette dimension que l'on a de qualification de la sévérité ou de qualification d'un niveau d'incident ou d'accident comme étant catastrophique que sur la base de 2 critères qui sont le dommage humain et le dommage matériel, toujours sur la dimension aiguë, reste très limitée, qu'il faudrait rajouter des dimensions et des qualificatifs de catastrophe qui s'ancrent aussi dans le chronique, c'est-à-dire dans les temps longs de l'effet d'un incident ou d'un accident. Ça montre aussi que des outils réglementaires qui sont très ancrés sur la gestion des risques aigus, type les plans de prévention des risques technologiques, ont leurs limites puisqu'ils sont très peu exploités ou ils sont recalculés en termes de cartographie d'aléas quand un accident a lieu et qu'une crise reste sur des temps longs. Il y a une deuxième bifurcation qui apparaît, c'est en fait un déficit structurel dans les mécanismes de régulation des risques sur ces sites industriels. Alors, entre AZF et Lubrizol, il y a eu en France plus de 7 378 départs de feu, qui ont eu lieu sur les sites des différentes installations ICPE que je vous ai montrées. Vous voyez que ce n'est pas la première fois que l'on a ce problème de révélation de risques chroniques. Et pourtant, on a un manque d'analyse de ces événements, c'est-à-dire analyse, encore une fois, des causes profondes qui seraient communes sur ces 7 378 phénomènes qui démarrent, qui vont au-delà d'un incident qui se passe sur le site industriel, c'est-à-dire c'est vraiment le lien entre le système socio-technique qui est représenté par le site industriel et le territoire. Si on regarde aussi plus largement, on constate que le nombre d'inspecteurs déjà post-AZF, une même étude avait été conduite par Dechy et Hall sur le nombre d'inspecteurs disponibles par installation classée et montrait un nombre très lacunaire d'inspecteurs mis à disposition sur des nombres de sites industriels à suivre et sensibles. Et une même étude que vous voyez ici montre que le nombre d'inspecteurs est toujours resté très limité.
Donc, ça veut dire qu'en matière de contrôle, si vous vous rappelez le système qui est de production de réglementation et de contrôle de la mise en place de cette réglementation sur le territoire, est à questionner de manière plus structurelle. Et puis, on a un système de régulation, c'est-à-dire des textes de loi, des guides et autres qui rendent la lecture du système de régulation industrielle de plus en plus complexe, donc difficilement lisible et pour les industriels, et pour les acteurs du territoire, et pour les tiers contrôleurs. Ce qui change aussi de AZF à Lubrizol, c'est un certain nombre de façons de penser la culture du risque. Un second ou troisième rapport avait été publié en 2021 par la mission Risque et Transparence, qui insistait encore une fois sur la limite de la culture du risque sur les territoires. Et cette même limite au niveau de la culture du risque sur le territoire, elle ne fait que rentrer en écho avec un certain nombre de constats qui avaient été menés par une mission qui était la mission Luz-Lodeo, à l'époque d'AZF, en tout cas d'événements similaires à AZF ou un peu avant AZF, et qui montraient aussi déjà une carence de culture du risque. Donc vous voyez que les dispositifs que je vous montrais tout à l'heure, notamment de comités locaux ou de montée en pouvoir de la population sur la prévention des risques, restent encore lacunaires et finalement peu de choses ont été concluantes pour établir ou renforcer cette culture du risque. Mais en fait, si on regarde de manière plus fine et qu'on essaye de comprendre qu'on est assez lacunaire sur ces investissements sur la culture du risque, mais on se rend compte que plus fondamentalement, on a des baisses de dotation publique. Si vous suivez les rapports de la Cour des comptes et si vous regardez ces rapports-là qui sont discutés à l'Assemblée nationale, eh bien, sur les dotations en prévention des risques, des tendances à la baisse qui s'établissent, qui justement montrent qu'on a peu de gens pour suivre un certain nombre d'actions qui peuvent être centrales pour les territoires et en national. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je reviens sur le point que vous voyez ici, une grande bifurcation qui s'est établie entre AZF et Lubrizol, c'est qu'au moment de l'accident d'AZF, ce qui était pointé du doigt, c'était beaucoup d'industriels, donc de défauts des industriels. Et en fait, ce que l'on constate dans les discours publics qui vont apparaître post à l'accident de Lubrizol, c'est beaucoup de mise au doigt, de mise d'effets de mise en perspective des limites du fonctionnement de la sphère publique sur la régulation des risques. Et qui s'explique quand encore une fois, on regarde finalement les dotations publiques effectuées en matière de prévention. Donc, quelles sont les conséquences? Quelles conséquences pour nous en termes de communauté risque à AFP-CNT, très largement? Eh bien, d'abord, en fait, pour comprendre comment le système de régulation des risques autour des sites industriels, Céveso à haut risque s'opère, pour comprendre comment ceci fonctionne, il faut dézoomer de la question de l'installation industrielle, il faut remonter à la manière avec laquelle les dotations publiques, le rapport entre public-privé s'établit au niveau de la régulation des risques industriels. Donc, il faut aller regarder ce qu'on appelle le système socio-politico-technique dans lequel s'ancre la politique de prévention des risques de catastrophes dits industriels. Il faut aussi regarder de manière plus fine un certain nombre de manières, la manière avec laquelle trois choses sont discutées au sein de ce système réglementaire, la manière avec laquelle il y a des fois des confusions entre objectifs et moyens. Et pour vous illustrer ça, c'est que souvent, après chaque accident ou chaque crise, il y a une production de plus de réglementation, de plus d'arrêtés, de plus de circulaires, de modifications de la loi, ou de nouveaux guides ou de nouveaux principes qui vont arriver. Et souvent, en fait, c'est quelque chose qui, normalement, doit servir la prévention et qui n'est pas un objectif. L'objectif, ce n'est pas de produire plus de lois ou de plus de contraintes. L'objectif, c'est de voir comment ces nouvelles dispositifs doivent contribuer à une amélioration. Mais pour
contribuer à une amélioration du système de régulation des risques industriels majeurs, eh bien en fait, il faut être en mesure de voir et de pointer dans le curseur là où en fait il y a eu une régression ou une amélioration de la prévention des risques. Et là, effectivement, dans un ensemble d'éléments d'enquête ou d'investigation post-accident, ou de questionnements qui sont posés sur le système de régulation des risques plus généralement, certains points d'investigation pêchent à établir le diagnostic. Deuxième chose, au lieu de rajouter des circulaires et des arrêtés, ce qui est compréhensible à un moment donné, mais au lieu d'en rajouter en couche, eh bien, peut-être qu'il serait temps d'arrêter le millefeuille administratif et réglementaire et d'essayer de repenser le système réglementaire plus généralement. Vous me direz que c'est un projet politique difficile, un projet scientifique difficile, et pourtant, on est plus de 20 ans après ces accidents. Vu en fait la difficulté à apprécier les progrès ou les régressions, c'est le moment effectivement de re-questionner ou de revenir sur les bases, avec beaucoup plus de simplification. Et puis, rajouter des couches d'outils réglementaires pour gérer et réduire les risques de catastrophe n'est pas un gage d'effectivité de la prévention des risques. Plus d'outils ne veut pas dire mieux. Peut-être revenir sur des principes de base. On voyait le décret napoléonien, avec un décret, beaucoup de choses étaient dites, des classifications à 3 niveaux. Peut-être que c'est aussi le moment de revenir à des outils simples, plus intégrés, qui pensent les risques de manière plus intégrée. Plus largement, en fait, que ce soit pour la sphère publique ou privée, en termes de prévention des risques, revenir à des outils, à des réflexions sur la consistance des travaux des corps d'ingénieurs ou des corps de métier autour des risques, à savoir penser à l'effectivité de l'action. Je vous ai sélectionné ici certains grands principes qui devraient unir les corps d'ingénieurs, de la même manière qu'il y a le serment d'Hippocrate pour les médecins, il y a un serment d'Archimède pour les corps d'ingénieurs, et il devrait être la base d'une réflexion aussi sur la consistance de ces outils de prévention des risques de catastrophe. Mais surtout, ce qui est au fond d'une éthique de travail des corps d'ingénieurs, c'est aussi de se soucier de l'effet de la mesure de gestion qu'il propose ou d'amélioration du système, mais son effet effectif sur le système de régulation des risques. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je vais maintenant vous laisser la parole. Je vais arrêter le partage de l'écran et je vais vous laisser réagir. Si vous avez maintenant la possibilité d'écrire vos questions dans le chat, je les lirai, ou de lever. Donc, vous avez au niveau du 3e bouton au haut de votre écran la possibilité de lever la main, et vous pouvez, n'hésitez pas à réagir, poser des questions ou à proposer un certain nombre de thèmes à discuter avec les participants et avec moi-même. C'est à vous. J'ouvre le chat de conversation pour voir s'il n'y a pas des questions ou des propositions à faire. Qui veut commencer à réagir? N'hésitez pas. Oui, Régis. Et moi, je veux bien réagir sur ce que tu as dit. Alors, moi, je ne suis pas du tout dans le champ des risques industriels, tu le sais, mais ça m'a intéressé. C'est pour ça que j'étais là, d'ailleurs. Et la fin m'a bien plu, là, ce que tu as dit, finalement, un peu la conscience de citoyens, des techniciens dont je fais partie ou dont j'ai fait partie, qui travaillent sur la réduction des risques. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il faut quand même se poser quelques questions de base. À quoi ça sert et quels sont les effets par rapport à des politiques publiques qui n'arrêtent pas de se complexifier ou dans lesquelles il y a des strates extraordinaires. Moi, j'ai un exemple. En ce moment, je suis en train de réfléchir, et c'était mon métier, à la gestion du risque d'inondation sur la région Île-de-France. Et j'ai beaucoup apprécié le rapport à la Cour des comptes. Je trouve qu'à l'heure actuelle, la Cour des comptes fait un travail formidable sur la gestion de l'eau, la gestion des risques, etc. Et j'ai vu, en cherchant, je me suis dit, mais finalement, c'est quoi aujourd'hui la stratégie de gestion du risque d'inondation en région Île-de-France? Et donc, la Cour des comptes met le doigt sur des points, à mon avis, très, très justes. J'ai trouvé par hasard, en allant sur Internet, aujourd'hui, il y a une nouvelle stratégie des services de l'État sur la gestion du risque d'inondation en région Île-de-France, qui est pas mal. Moi, ça ne me gêne pas. Enfin, j'ai vu plein de choses. C'est un peu flou, mais en tout cas, il n'y a pas de grands objectifs très précis. Mais juste ce que je veux dire par là, constat très objectif,
finalement que tu connais, qu'on connaît tous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Sensibiliser les populations et les décideurs et accroître leur perception des risques, quel que soit le risque. Et je vais revenir là-dessus. Et par rapport au risque d'inondation, éviter de continuer à implanter des équipements, des bâtiments en zone inondable sans précaution. Et tu prends le constat froid en région parisienne, mais froid. Ça fait 15 ans qu'on travaille à la sensibilisation au risque depuis l'anniversaire, entre guillemets, de la crue 1910. Tu prends le travail remarquable, je ne sais pas si tu l'as vu, je trouve remarquable, Ludovic Fêtre, Samuel Ruffat, dramatique, dramatique, mais tellement juste. En gros, tout le monde s'en fout et personne ne perçoit le risque d'inondation en région Île-de-France. Et ça fait 15 ans qu'on met de l'argent, on remet 200 millions d'euros sur le papier, etc. Tout le monde s'en fout. Et alors, je ne dis pas ça de tous les décideurs. Je dis, mais en gros, voilà, et c'est objectivé une étude, je trouve remarquable, enfin, face à face, etc. Ce n'est pas un petit sondage de l'IFOP, vite fait comme ça, etc., pour un journal. Non, c'est un vrai travail scientifique. Deuxième élément, toujours Ludovic Fett, que je vais citer, lui, il regarde comment on construit en zone inondable en région parisienne. Depuis 25 ans, on a rajouté 200 000 habitants en zone inondable en région parisienne. Voilà, si tu veux, le constat, moi, froid, voilà. Il y a une stratégie, il y a tout ce qui est affiché, national, nanana, tout ce que tu veux, les papiers, tout ce que tu veux, etc. Et conclusion, tu regardes par rapport à deux enjeux majeurs, la sensibilisation à la perception du risque par rapport à ce territoire qui est quand même le territoire le plus important de risque de France métropolitaine, quand même. Fiasco, quand même, on peut le dire. Enfin, en tout cas, on n'y arrive pas. Et par rapport au fait de réduire le risque, de ne pas en remettre des couches, on n'y arrive pas non plus. Et moi, je trouve qu'à un moment donné, ça mettrait quand même de revenir à ces deux fondamentaux. C'est bon, allez, on met tout ça de côté, on essaie de comprendre finalement pourquoi l'habitant, pourquoi l'élu, il ne comprend pas, il n'embraye pas, qu'est-ce qui se passe. C'est exactement ce que tu as dit à la fin. Et plutôt que d'en remettre à chaque fois des petites couches par-ci, par-là, etc. Et ce que je te dis là, moi, ce qui m'a fait vraiment le plus réagir, c'est le rapport à la Cour des comptes. Je ne suis pas, si tu veux, comment dire, quelqu'un qui est un peu énervé par rapport au fait de me dire que tout ce que j'essaie de faire dans ma vie professionnelle n'a pas abouti. Je ne suis pas du tout dans cette optique-là. Au contraire, j'aimerais que ça progresse, tu vois, mais je me dis exactement ce que tu as dit à la fin. Il faut, à un moment donné, raison garder et revenir. C'est quoi, qu'est-ce que je veux faire là? Moi, en tant que petit citoyen, je suis dans un groupe collectif, j'essaie de faire que ça avance. Et aujourd'hui, ça ne marche pas. Et qu'est-ce que je peux faire pour essayer effectivement de revenir à des choses qui sont un peu plus réalistes et concrètes sur le territoire? C'est tout à fait ça, merci Régis. Et là aussi, ce qui est souvent fascinant, c'est que c'est des révélateurs de deux choses. La première, c'est cette conception très, encore une fois, aléa-centrée de ce qu'est la catastrophe, de croire qu'en fait, c'est que le phénomène, c'est que l'inondation qui fait la catastrophe. Or, effectivement, la variable densité de population, la variable forme d'urbanisation, la variable investissement de prévention, elle joue. Elle joue sur la manière d'augmenter ou de réduire la sévérité de l'incident, de l'accident qu'il y a. Mais aussi, c'est la deuxième chose, c'est la difficulté à apprécier l'action publique et privée. Comment apprécier une amélioration, une dégradation? Et comme ça ne se pose pas et que ça se pose en tout investissement, enfin tout nouveau texte ou tout nouvel investissement, c'est déjà un résultat. Et en fait, non, ça encore une fois, c'est des moyens pour atteindre un résultat. Et la mesure de l'effectivité de l'action publique ou privée, elle ne peut pas se réduire à que de la dépense de budget public ou privé. C'est j'ai dépensé mon investissement ou je ne l'ai pas dépensé. Et elle ne peut pas se réduire aussi à l'atteinte de quelques objectifs fixés sur quelques paramètres indicateurs lacunaires. C'est-à-dire, j'investis, je fais un PPR ou j'en fais pas. Un PPR, encore une fois, c'est un moyen et c'est pas une fin. Voilà. Bernard, et après, excusez-moi, Bernard ou Bertrand, je ne sais pas. C'est Bertrand d'abord en premier. Voilà, Bertrand, à toi. Oui, bonjour à tous. Bonjour Myriam, bonjour Bernard, que je connaisse. Voilà, donc Bertrand Payette de La Réunion, ville de Saint-Paul, donc direction infra, travailler sur l'eau aussi, un peu comme le monsieur précédemment. En fin de compte, j'aurais une petite remarque, et ça terminera par justement la Cour des comptes, parce qu'il existe beaucoup de schémas, par exemple, de prévention des risques naturels, mais aussi, je pense, technologiques. À La Réunion, on est plus sur le côté naturel que technologique. Mais ce qui pose problème, et je reviendrai après sur la Cour des comptes, c'est que je remarque que le bilan à la fin d'une longue période, qui peut aller des fois de très loin, ça peut être sur 4 ans ou 5 ans, c'est très peu fait.
En tout cas, ça m'a l'air d'être très peu fourni. Et bon, on se demande comment ils peuvent faire des documents, des schémas très compliqués avec beaucoup d'objectifs. Et au final, on n'en fait peut-être pas le tiers du cas. Et après, il n'y a pas de forme de bilan. Et on se demande, bon, il doit y avoir la même chose certainement pour les risques technologiques. Mais c'est savoir qui valide les bilans, parce qu'on a comme l'impression que c'est fait, c'est comme une omerta, c'est fait dans un coin et on ne sait pas comment ça fonctionne. Et c'est avoir des éléments d'éclaircissement par rapport à ça, par rapport à ce bilan. Et je finirai pour la fameuse Cour des comptes, parce que, ayant moi-même lu des rapports de Cour des comptes sur la gestion d'une commune, par exemple, où ils vous détaillent effectivement, le monsieur a raison, de manière très pertinente, l'incapacité ou l'incompétence d'un maire à gérer quelque chose ou à faire en sorte que la commune soit dans un état, on va dire, correct. Mais le problème, c'est qu'il n'y a que comment dire, que des griefs. On vous dit ce qu'il faudrait faire pour assainir. On va saigner, par exemple, le citoyen pour augmenter les impôts, mais en aucun cas, c'est le maire ou celui qui a créé la faute qui est visé. Et il continue dans sa bêtise, mais je pense que ça doit être la même chose pour les risques. Et si on fait une bêtise, ben, c'est pas grave, le citoyen paiera, parce qu'ils ont voté pour l'élu en question. Bon, je trouve que la Cour des comptes mériterait peut-être d'avoir un peu plus de spectre d'action pour recentrer les personnes qui sont responsables, parce que si les choses ne changent pas, je pense qu'elles ne changent pas au niveau de l'exécutif, hein, qui est l'élu. Et c'est là-dessus il faudrait mettre nos actions, parce que c'est pareil dans tous les domaines, hein. Si les transports ne fonctionnent pas, c'est parce que les élus ne le prennent pas, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais bon, c'est savoir comment, peut-être, est-ce qu'il y a des gens qui auraient trouvé cette solution pour essayer de sensibiliser, parce que des fois, on est souvent sensibilisé. C'est vrai que le citoyen manque à être sensibilisé, mais je pense que c'est souvent les élus qu'il faut qu'ils sentent le problème, parce que c'est eux qui ont les leviers de changement, en fait. Ce n'est pas forcément nous. Nous, les techniciens, des fois, on sait, mais la décision viendra de l'élu. Et c'est ça le souci. Pour des comptes ou pas. Et voilà. Merci Bertrand, mais moi ce que j'entends aussi dans ce que tu dis, c'est le fait qu'il y ait besoin d'établir des bilans, mais qui soient multi-acteurs. Et là, effectivement, ces bilans sont souvent établis sur ces thèmes-là par les services centraux de l'État, la DGPR, avec l'appui des DREAL, avec l'appui d'un certain nombre de services déconcentrés très régionalisés, ou par département, peu importe, et le besoin de compléter ce diagnostic. Thierry, on ne t'entend pas, hein. Le besoin de compléter ce diagnostic par un certain nombre d'autres bilans qui seraient établis par des élus, qui seraient établis par des associations, qui seraient établis par d'autres corps d'acteurs. Et puis le deuxième point, c'est le fait que comment mesurer une amélioration, une dégradation, et que faire lorsqu'il y a une amélioration, une dégradation? Est-ce qu'il faut passer par des mesures coercitives pour que les choses s'améliorent, ou est-ce qu'il y a d'autres leviers incitatifs qui peuvent aider à pousser des acteurs qui n'ont pas les moyens ou ne souhaitent pas agir en termes de prévention à le faire? Et là, effectivement, encore une fois, en termes de recherche, en termes de retour d'expérience de la pratique de terrain, là, il y a beaucoup de choses que l'on pourrait faire au sein de l'AFPCNT, qu'on pourrait faire ensemble. Je passe la parole à Bertrand, puis à Thierry, et puis à Yves. Bernard, excuse-moi. Bernard, d'abord. Merci, Myriam. Oui. Moi, il y avait deux aspects qui m'ont intéressé ou impacté là, sur ta présentation, Myriam. Le premier aspect, c'est qu'on n'aurait pas tiré, enfin qu'on n'a pas tiré les conclusions du PPRT, enfin de ce qui a été fait par la loi RISC en 2003, 20 ans après, sur le plan scientifique, je parle. Il y a quand même deux innovations très importantes pour le PPRT. La première qu'il faut signaler, c'est que l'aléa technologique qu'on a introduit à l'époque n'est pas un vrai aléa, c'est un aléa fictif. Ce n'est pas un aléa inondation classique, c'est un aléa fictif, c'est-à-dire qu'on a recomposé un ensemble d'événements caractérisés par une intensité et une fréquence en tout point du territoire.
Et on a dit, ben voilà, l'aléa, c'est cette recomposition d'un ensemble d'événements qui peuvent être réels, mais leur composition n'a absolument rien de réel. Donc là, il y a une première innovation sur laquelle il serait intéressant de tirer des conclusions scientifiques. La deuxième, c'est qu'on a travaillé de façon itérative entre l'évaluation du risque sur le territoire et la réduction du risque à la source, de façon à trouver quelque chose d'acceptable pour les différentes parties en présence du territoire et des entreprises. Donc, il y a cette notion de régulation un peu qui s'est faite entre le territoire et l'entreprise à risque, qui est aussi intéressante par rapport aux résultats qui étaient obtenus à chaque fois. Ça, c'est sur le côté innovation. Et puis, sur le côté Lubrizol, moi, la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que cet accident est survenu en 2019 ou, reformulé différemment, est-ce que c'était un premier accident de ce genre avec ses effets sur la santé, sur l'agriculture, etc. Ou est-ce qu'il y a eu des accidents antérieurs qui seraient passés au travers du radar, tout simplement parce que ces effets, j'allais dire, secondaires, entre guillemets, hein, n'étaient pas socialement identifiés. Je trouve que là, c'est intéressant de creuser un petit peu ça. D'ailleurs, on pourrait aussi creuser pourquoi il s'est passé à ZF en 2003, hein, et pas 10 ans plus tôt ou 20 ans plus tôt. Parce qu'en creusant ces questions, je pense qu'on peut aussi interroger les effets induits des politiques publiques, puisque les mesures qu'on prend de prévention, finalement, ont un impact sur le type d'accidents qui vont se produire par la suite. Elles ne suppriment pas le risque, mais elles peuvent transférer le risque et sous de nouvelles formes, y compris en tenant compte de l'évolution sociétale. Voilà, donc je trouve qu'en fait, une présentation de Myriam ouvre sur beaucoup de questions intéressante, comme toute présentation scientifique d'ailleurs, hein, ça ouvre sur des sujets. Voilà, c'était ce que je voulais dire en commentaire. Merci beaucoup, Bernard. Thierry? Oui, ben merci. Vous m'entendez là? Merci Myriam de ta présentation. Moi, j'ai peut-être, je suis effectivement intéressé par les conclusions là et les pistes de réflexion que ça pourrait amener. Mais moi, je voudrais livrer justement quelques éléments de réflexion. D'abord, hein, on voit bien aujourd'hui que les risques chroniques sont ceux qui préoccupent le plus les citoyens, les grandes peurs de l'Occident, hein, c'est-à-dire ces choses qu'on ne voit pas, qui effectivement, nous, au niveau de la FPCNT, c'est intéressant qu'on s'occupe de ça sans parler de tous les nouveaux matériaux, les nouvelles molécules, les nouveaux laboratoires, enfin, ces choses-là. Et quand on va sur ce terrain des risques chroniques, on se rend compte assez vite que l'approche de l'écologue est assez différente de celle du médecin. Et on le retrouve quand même dans les cahiers des charges des études ERS, là, qui doivent toujours exister, que je cherche. Donc, ce serait des fondamentaux. Mais pour revenir à ton sujet, moi, je trouve que dans les points que tu as signalés, en ce qui concerne l'argent, la réduction des moyens, je rappelle qu'une des grandes conséquences d'AZF, ça a été d'établir le programme des installations classées, de façon à border, si je puis dire, la sécurité de l'inspecteur. Et puisqu'ils ont des volumes dans les niveaux d'installation à contrôler, et pas plus. Ce qui fait, au passage, je signale pour Lubrizol, en tout cas, je crois que c'était le cas pour l'Adréal du Point, c'est qu'il y avait des actions nationales, des actions locales, pardon, d'initiatives, et ça faisait un moment donc les gens se sont préoccupés d'incendies dans des trucs logistiques qui pourraient avoir des conséquences sur le voisin. Donc, mais vous voyez, sur cette question des volumes d'inspecteurs, ben c'est quand même un gros sujet. Et on le retrouve sur tous les risques. Moi, je veux bien qu'on fasse la capacité à la prévention des risques, mais c'est intéressant de s'occuper de la capacité à assumer les risques résiduels. Et en fait, c'est ce débat-là qui est important. Le fait, et qui n'est pas connu, qui n'est pas toujours transparent, c'est le risque résiduel qu'on accepte et qu'on assume. Et bon, on pourrait décliner cette idée-là, cette façon d'aborder les risques dans pas mal de sujets de risque. Et c'est la vraie question, puisque derrière, ben, il y a les doutes, il y a tout ce qu'on veut. Et puis quand même, le cobaye, dans cette expérience, il est censé à peu près survivre. Donc,
Voilà. La deuxième particularité, je trouve, sur le risque industriel que tu as pointé et qu'on pourrait approfondir, c'est qu'effectivement, on est dans des rapports publics-privés dans lesquels, évidemment, les entreprises sont plutôt très transparentes, hein, puisqu'on trouve énormément de choses sur les sites publics. Mais les entreprises négocient, hein. L'exemple, il est bref, hein, avec les MMR, les meilleures mesures qu'on peut adopter. Et ça, c'est effectivement ce niche-là, une des causes de complexité, parce que c'est vite totalement incompréhensible. Hein, je rappelle que la directive IED, on calcule des équivalents cailles par rapport au poulet. Et derrière, il y a des intérêts. Et c'est toujours pareil, je trouve que ce qui pourrait être un point d'amélioration, un point de réflexion, c'est comment rendre plus lisible, plus palpable, plus transparent, plus partagé cette combinaison d'intérêts. Parce qu'on est obligé de l'accepter. On ne peut pas avoir le zéro, et tout le monde le comprend, le zéro risque. Ça n'existe pas en naturel, en industriel. Mais comment on progresse pour rendre ça plus lisible? Parce que même dans les CLIS, ou dans le cas des PPRT, là, les commissions, comment elles s'appellent, la CPOA, non, je cherche le nom. Moi, j'y ai assisté à ces Oui, réunions. c'est C'est quand même pas évident, hein, comprendre l'instruction gravité-probabilité. Bonjour les copains, hein. Donc, comment nous, FPCN, dans cette optique citoyen, on se pose ces questions-là? Premièrement, comment on rend transparent le risque qu'on n'assume pas, qu'on assume comme résiduel, et qu'est-ce qu'on dit par rapport à lui? Est-ce qu'en Régis parlait des inondations en région parisienne? Bon, ben, on assume qu'il y a une probabilité de 1 sur 50 que le Louvre soit inondé. Bon, ben voilà, est-ce qu'on assume ça? Et avec la vie humaine, évidemment. Et pareil pour les risques industriels. Comment on rend transparent, on montre et qu'on en déduit que tout n'est pas possible. Voilà. C'est pas très clair ce que je dis, mais non, c'est très voilà. clair. C'est très clair et ce que ça m'inspire aussi, c'est que là aussi, il y a un débat plus large. Si on dézoome du cas des risques industriels, on pourrait se poser la question de comment l'État ou comment le lien sphère publique, sphère privée s'établit pour prendre en charge un certain nombre de risques. Qu'est-ce qui est de l'ordre de la responsabilité de la sphère publique? Qu'est-ce qui est dans la sphère des missions de service public? Et qu'est-ce qui n'est plus dans la sphère des missions de service public? Et en fait, comme petit à petit, on voit apparaître un glissement. C'est pour ça que je vous montrais tout à l'heure les catégories de risques qui étaient du risque connu jusqu'au risque inconnu, hein, ou inconnaissable. Comme petit à petit, on est en train de pousser ce qui était de l'ordre du principe de prévention qui était dans la sphère publique à d'autres catégories de risques encore plus rares et que l'on veut couvrir. De même, comme de plus en plus, on ne fait plus de séparation entre ce qui est les risques majeurs, mais les très rares à conséquences sévères, et les récurrents, et que tout reste dans la sphère publique, alors la pédagogie de ce qui doit rester sous la responsabilité de l'État et ce qui est de l'ordre de la responsabilité individuelle ou collective n'est pas discutée. Alors, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, c'est qu'à tout mettre dans un même pot de gestion, on rend le discours de la prévention des risques de catastrophe difficile à lire et ça devient plus une discussion sur que peut faire l'État pour tous les citoyens, au lieu de se dire que peut faire l'État pour tous les citoyens et que peuvent faire les citoyens dans des cas où en fait l'État, c'est-à-dire le collectif, ne peut plus se substituer aux individus ou ne doit pas se substituer aux individus, parce que c'est son rôle en dernier ressort. Et comme ce débat public sur les différentes catégories du risque n'est pas discuté, alors on arrive à des espèces d'aberrations de système, de complexité de systèmes d'investissement public, de complexité de qui fait quoi dans le système de régulation des risques. Puis, en fait, la deuxième chose que j'entends, c'est aussi, finalement, le système de prévention des risques de catastrophe, c'est un système avec des codes et un vocabulaire qui est fait par les techniciens pour les techniciens. Donc, probabilité, gravité et autres cinétiques, c'est des vocabulaires pour parler dans le système intramuros
appareil technico-administratif. Donc, comment revenir à quelque chose qui fait sens à nous tous citoyens, puisqu'on est aussi, à un moment donné, dans le rôle de citoyen, même si on est dans l'appareil. Et là, effectivement, ça n'est peut-être plus qu'une question de pédagogie, mais c'est une question aussi de repenser le système et son vocabulaire et ses formes d'outils pour réduire les risques de catastrophe avec d'autres acteurs de la société civile. C'est effectivement quelque chose qui est dit de manière récurrente, mais en fait, comment le rendre effectif, ça c'est encore une autre chose. Et puis quant au risque chronique, là aussi, cette segmentation des risques par catégorie de discipline, de corps de métier, rend encore plus opaque la lecture, même si elle simplifie la prise en charge pour les systèmes, pour l'appareil technocratique, elle est toujours de plus en plus opaque pour les citoyens, ou en tout cas de plus en plus complexe à lire. Alors, Yves Bertrand? Yves, c'est à toi? J'arrive. Oui, oui. Ah, il y a la caméra qui veut pas partir. Bon, bah, c'est moins grave, mais bon. Oui, alors, je souscris à beaucoup des questions qui ont été indiquées, hein, même à la plupart et aux commentaires. Je voulais en rajouter un. Il se trouve que j'ai regardé le bilan qu'a fait l'association Amaris en 2023 sur 20 ans de PPRT, puisque l'association Amaris, c'est l'association qui représente des communes et intercommunalités où il y a des sites Céveso, notamment Soigo, sur leur territoire. Donc, ils ont fait ce bilan. Donc, on est là dans l'approche un peu multi-acteurs de ces approches. Il y a deux choses qui m'ont interpellé. La première, c'est que l'outil PPRT semble s'être appliqué au seuil, si j'ai bien compris, au site Céveso seuil haut de l'époque, mais tous les nouveaux ne sont pas rentrés dans ce dispositif de PPRT, mais dans les dispositifs de ce qu'ils appellent les SUP. Alors, je ne sais plus, quand on regardait les sigles, voilà, il y a ça. Donc, il y a cette disparition de cet outil-là. Pourquoi? Et l'autre chose qui paraît tout à fait fondamentale, c'est que l'association insiste sur le fait que, de leur point de vue, il y a eu un grand succès, c'est que les collectivités locales ont, avec les PPRT, commencé à jouer un rôle, qu'ensuite ça s'est essoufflé, que c'est très important qu'elles continuent à jouer ce rôle-là parce que l'État est trop généraliste et ne peut pas tout faire. Donc il y a parfois il y a quelques services de l'État qui ont vraiment joué le jeu et ça a pu fonctionner. Mais dans beaucoup de cas, l'État ne peut pas faire tout seul. Et si les collectivités, voilà, et les collectivités se trouvaient démunies, bon. Mais il semble, au vu de leur rapport, que là, il y a blocage, puisqu'il est carrément dit, la Cour des comptes le dit, les lois de finances le disent, avec les exposés du ministère de l'écologie, il y a petit à petit une sorte de transfert de l'expertise de l'État vers l'extérieur, parce que tout est trop complexe et l'État ne peut pas grossir, et donc il n'arrive plus à faire tout ça. Et donc ils s'appuient sur des organes extérieurs, et donc ils ont besoin de s'appuyer sur les collectivités locales. Mais je n'ai pas encore discuté avec Amaris, mais j'aimerais le faire, c'est l'occasion de le dire. Moi, ma question, c'est pourquoi l'Amaris dit qu'il faut absolument que l'État reste complètement dans la course, alors qu'il faudrait probablement monter en compétence, c'est la priorité 2 de la FPCNP, des collectivités locales, pour prendre tout ça en charge. Alors, on est d'accord sur le fait que le risque chronique, pollution et autres, est probablement la chose la plus visible pour la population, mais on a été en phase de désindustrialisation, les problèmes sont un peu restés, mais la réindustrialisation, le développement de nouvelles centrales nucléaires
vont certainement chatouiller la sensibilité des uns et des autres sur la notion d'accident potentiel, donc il ne faut pas négliger. Et là, je me dis que il y a quelque chose à faire pour renforcer du côté des collectivités locales, en plus de la population, c'est-à-dire entre l'État et la population, les collectivités locales. Et c'est bien, je crois, ce que j'avais compris de ce que dit l'ONU pour la réduction des risques de catastrophe. Il faut que les solutions locales se développent et ça ne peut pas être que l'État. Moi, j'ai été dans l'État, je vois bien les limites de ce qu'on peut faire. Il faut qu'on puisse s'appuyer sur d'autres. Et je pense que là, la montée en puissance des collectivités locales sera importante pour l'avenir. Voilà. Exactement, en fait, il faut voir que en fait, ces systèmes PPRT ont été pensés avec une triple responsabilité industrielle, collectivité, État. Donc, la mise en place de ce dispositif PPRT et en fait le financement des mesures, et voilà, est tripartite. Il est tripartite dans le cadre d'une discussion de la gouvernance à 5, notamment avec maintenant ceux qui sont devenus les comités de suivi de site, qui étaient les CLIC préalablement, comités locaux d'information et de concertation. Du coup, en fait, comme c'est une responsabilité à 3, forcément, cette responsabilité à 3, elle est à penser en matière de capacité de l'État, de capacité des collectivités à porter ses responsabilités. Et porter ses responsabilités, ce n'est pas que par les moyens, au sens moyens financiers, mais aussi par des effectifs qui sont en capacité à suivre ce qui se met en place au-delà de la partie réglementaire, c'est-à-dire la partie réglementaire, la partie technique du PPR, hein, aller jusqu'à sa mise en place. Et ça, effectivement, si on commence à revenir sur la question, non pas de ce que l'on doit dans le système, mais ce que l'on a la capacité d'apporter, ben, ça devient un autre problème. Parce qu'effectivement, on est plutôt dans une... Si vous vous rappelez ce que je vous disais sur l'analyse des risques et sur la gestion des risques, on est sur une organisation de la gouvernance à 5 ou à 3 qui est complètement portée sur l'analyse des risques, sa capacité à comprendre ce qui se passe dans le système, en tout cas en partie, mais moins dans la gestion de risque ou dans la gouvernance, c'est-à-dire la capacité à voir si ce qu'on a énoncé est faisable sur le terrain et avec quelles conditions et quelles conditions de révision. Alors, merci. Et donc, il y a Bertrand qui a relevé la main, il y a Christian et il y a peut-être Régis. Est-ce que je me trompe? Oui, c'est bon. Bertrand, Christian? Oui, je veux bien prendre la parole, si vous m'entendez. Christian. J'ai trouvé très intéressant tout le développement, mais je crois qu'il faut mettre les pieds dans le plat, c'est-à-dire que beaucoup, sinon presque l'essentiel, a été fait en matière de sensibilisation et de prévention des risques. Tout le monde sait qu'il y a une crue possible à Paris. Mais ce qu'il faut admettre aujourd'hui, c'est que l'on assume ce risque. On l'assume dans beaucoup. Et puis, on ne va pas refaire la célèbre controverse sur le tremblement de terre de Lisbonne ou ainsi de suite. On assume le risque, les autorités politiques l'assument, autant au niveau collectif que nous, au niveau individuel. On prend tous les jours des risques. Notre voiture n'est peut-être pas forcément dans l'état maximum qu'elle devrait être, conformément aux recommandations du constructeur, et on prend quand même la route quand on en a besoin. Alors, ce qui m'intéresserait beaucoup à travers le comité scientifique, Myriam, pour reprendre une conversation qu'on a déjà souvent eue ensemble, c'est de passer à la quantification. Parce que dire ici, c'est pas bien, c'est dangereux, c'est ceci, cela, c'est bien, mais il faut quantifier, et puis il faudrait pouvoir aussi faire de l'évaluation quantitative du risque, comparer. Si vous étiez président de la République, par exemple, aujourd'hui, ce qui vous ferait le plus peur, c'est la menace de Poutine à l'Est ou c'est la crue de Seine, hein? Et donc, ne pas oublier que quand on prend en charge une menace, c'est-à-dire qu'on lui donne des réponses avec des moyens qui peuvent être très importants, on habille Paul en déshabillant Pierre. Et donc, il y a des arbitrages comme ça que l'État doit faire en permanence. Il ne fait peut-être pas les meilleurs, mais pour l'aider, ça serait intéressant qu'on puisse lui proposer de l'analyse quantitative, donc de l'ISO 31000 évoluer, ainsi de suite. Enfin, voilà. En fait, tout à fait. Merci, Christian. Et
mais il y a peut-être aussi deux choses aussi que ça montre. Effectivement, ce besoin d'outils entre guillemets, de quantification, en tout cas d'outils qui permettent de justifier pourquoi et comment s'effectuent des investissements de prévention ou ils ne s'effectuent pas, et qu'est-ce que l'on considère d'un point de vue public-privé comme étant un risque pris ou un risque qu'on laisse en jachère, on va dire ça comme ça. Et ces outils, ils existent partiellement, mais ils n'existent pas en prenant en considération d'autres critères qui pourraient servir la décision publique, hein, notamment dans certains cas, probabilité cinétique des événements, investissement, enfin bref, des critères qui nous permettent de travailler avec différentes échelles. Et là, ce sera un axe de travail de la FPCNT. La deuxième chose que tu pointes, c'est aussi des fois des écarts entre ce qui est connu par des services centraux de l'État et ce qui est relayé politiquement comme étant un risque pris ou non. Donc, au niveau des services centraux, il peut être clair que le risque est pris. Et pourtant, des fois, politiquement, quand une catastrophe a lieu, eh bien, un certain nombre de discours ne sont pas en cohérence avec les investissements. Sur ce qui est, par exemple, si on prend le cas d'espèce, sur la simplification de la réglementation côté installation ICPE pour les autorisations, eh bien des fois on se rend compte que si on venait à faire l'étude d'impact de cette réglementation en termes de simplification, elle augmente les risques, c'est-à-dire qu'elle augmente des zones que l'on ne contrôle pas pour un certain nombre de sites industriels à risque, au lieu d'en diminuer, on va dire. On va dire que ça va vers moins de tâches potentiellement pour l'inspection et moins de tâches pour l'industriel, mais pas en faveur de la réduction des risques. Et en fait, il y a certains discours tabous comme ça qui ne peuvent pas être discutés au-delà de la sphère administrative ou technique, qui mériteraient d'être discutés publiquement, et qui est des fois de l'ordre d'une incapacité à établir un arbitrage entre investir économiquement, investir dans l'industrie et respecter la thématique prévention des risques et environnement. Alors, je ne sais pas si j'arrive à faire clairement comprendre ce que je veux vous faire passer comme message, c'est la difficulté, entre guillemets, politique et médiatique à discuter de manière transparente des arbitrages entre investissement dans l'industrie et investissement dans la prévention, et la manière avec laquelle on présente ça comme étant une équation impossible. Or, elle peut être possible si on la pose clairement, qu'il n'y ait pas de surprise sur la variable d'ajustement en termes de prévention des risques. Mais si l'équation est possible, on doit pouvoir déterminer par une modélisation, à la fin, quelque chose de quantitatif. Il ne faut pas que la prise de décision collective reste toujours une sorte de mesure d'arbitraire ou de facilitation. Après, le pouvoir politique, il choisit. Mais il faut qu'on puisse le calculer. Reste à savoir si le calcul aussi, tu vois, c'est comme le critère qui est le coût d'une mort humaine. Il y a certains critères qui, des fois, sont tabous. Et en fait, c'est ça, certains critères peuvent apparaître dans la sphère technico-administrative, encore une fois, et des fois, mais c'est un véritable enjeu. C'est qu'est-ce qu'on fait apparaître comme critère et qu'est-ce qui est difficile à faire apparaître comme critère pour construire une discussion qui a du sens. Quand on regarde un contrat de compagnie anglo-saxonne, par exemple, il y a presque détaillé un doigt, quel doigt, un bras, un demi-bras, ainsi de suite. Et puis si tu fais la somme de tout, tu as la vie totale, et on arrive à entre 1 et 5 millions de dollars à peu près. Voilà. Mais c'est des fois ce type de discussion, là c'est un exemple que tu donnes, qui des fois, par difficulté à savoir comment discuter d'un certain nombre de critères, eh bien, il y a une opacité publique qui s'opère sur ces critères qui rend difficile l'appréciation de l'action publique ou privée en termes de prévention. Donc oui, il y a besoin d'une métrique et une métrique commune. Oui, des mots. Notamment, qui veut réagir? Nous sommes bientôt arrivés à la fin, voire nous avons
dépassé notre temps alloué. Questions, réactions, n'hésitez pas. Baissez les mains si vous n'avez plus de Oui, réaction. Bertrand, à toi. oui, oui, mais je bondis un petit peu sur ce que tu dis par rapport au niveau des pertes humaines, parce que en ce qui concerne par exemple les accidents de la route, quand il y a des accidents déjà sans mort, ça chiffre très lourd la mise en place des équipements dans une maison ou pour faire en sorte que la personne handicapée retrouve le plein usage de sa maison. Des fois, c'est la redémolition complète de la maison pour que le monsieur ou la madame ou les enfants qui sont devenus à mobilité réduite puissent utiliser leur maison comme à l'état initial quand ils avaient les 2 jambes ou les 2 bras. Donc, je veux dire, il s'achète à coup de millions pour une famille de, je sais pas, de 2 adultes et de 2 enfants. Alors, on s'imagine, lors d'une catastrophe, s'il faut raisonner en termes de mort, si déjà on prend une personne déjà handicapée avec des séquelles graves qui peut déjà monter à plusieurs millions d'euros, on s'imagine que quand il y a mort, ça doit être encore pire. Mais je veux dire, je pense qu'en faisant la corrélation entre les accidents de la route et essayer de voir ce qu'on peut en tirer pour les accidents dus à des catastrophes naturelles, qui au final conduisent au même résultat. Hein. Quand on est mort, on est mort. Ou bien quand on est gravement blessé, on est gravement blessé. On a déjà les coûts, hein, je pense. Hein, mais bon, après, est-ce que les assurances ou les réassureurs ont envie de jouer à ce jeu-là? Après, à eux de nous le dire. Mais je pense que ça pourrait faire peur en termes de chiffres. Ouais, Voilà. là, tu invites aussi à élargir le spectre du débat avec aussi d'autres acteurs de la communauté risque, notamment les assureurs, Bertrand. Exactement. Merci. D'autres réactions, propositions? Moi, j'en ai une. Vas-y, Thierry. J'en ai une. Je pense qu'il faudrait aussi bien sur les risques naturels que sur les risques, comment dirais-je, les risques industriels, se dire lorsqu'on simule les faits de mesure ou qu'on essaie de les évaluer, de absolument découpler la question des incidences humaines, des incidences industrielles, économiques. Pendant longtemps, on a tous vécu ça, les rapports qui disent que le mort vaut 1 million, 500 000, tout ça. Je pense que ça, aujourd'hui, ça ne passe pas. Les économistes auront beau raconter plein de choses, ce n'est pas admis. Je pense qu'il faudrait, dans les débats, assumer beaucoup plus clairement, on fait telle mesure, telle situation. Eh bien, on ne peut pas exclure, par comparaison avec d'autres choses vécues, qu'il y ait, avec ces choix-là, on se protège à une crue comme ça, qu'il y ait 50 blessés et 3 morts, je ne sais pas. Et absolument, parce qu'en plus, c'est une question du ressenti des gens, la sociologie des gens. Alors évidemment, la question qui se pose, c'est qui va après pouvoir et comment prendre un certain nombre de décisions. Mais si aujourd'hui, il y a des choses qui se travaillent dans des sphères qu'on ne connaît pas et qui va brutalement être révélées par des événements après, avec tout ce que tu signalais comme problème, des politiques qui s'en sont emparées, c'est, à mon avis, fondamentalement pour une raison émotionnelle de cet ordre-là, c'est-à-dire cette difficulté à parler des incidences humaines, alors qu'il faudrait en parler beaucoup et dès le début. Merci Thierry. Effectivement, en fait, parler des incidences humaines, c'est parler aussi de choses que l'on peut mesurer et des choses qui ne se mesurent pas, ou en tout cas, effectivement, qui ne peuvent pas se mettre dans des indicateurs, qui peuvent se mettre dans des indicateurs quand il y a de la gestion à faire, comparer des grands arbitrages de gestion, mais qui ne peuvent pas s'enfermer dans certains indicateurs, effectivement, quand il s'agit de rendre compte de l'effet sur les populations, sur leur vie, sur leur devenir. Oui. D'autres propositions aussi? Donc, si il n'y a plus de propositions, rappelez-vous qu'il y aura la retranscription de ces échanges et puis cette présentation sur le site de la FPCNT, qu'il y a un prochain rendez-vous et n'hésitez pas, de votre côté aussi, à proposer des présentations à partager avec notre communauté
Et voilà, vous voyez que l'idée, c'est vraiment de créer et de continuer à créer le débat au sein de notre communauté sur des sujets que l'on pourrait investiguer ensemble ou qu'on pourrait partager ensemble. Passez une bonne fin d'après-midi ou un bon début d'après-midi plutôt, puisque le temps passe, mais pas si vite que ça.